Bonjour, Général Patrick Dutartre. Bonjour Salia. Un premier coup de fil Trump-Poutine hier et une trêve très limitée qui en ressort. Un cessez-le-feu de 30 jours sur les infrastructures énergétiques et un début de discussion sur la fin de la guerre. On est loin de l'ambition affichée par Donald Trump avant ce coup de fil. Oui, je crois que rarement dans l'histoire, un coup de fil était autant attendu. Et force est de constater qu'après une nuit, on a un goût d'amertume en fait. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Que le minimum syndical, comme on dit, a pu être négocié, c'est-à-dire un cessez-le-feu sur les installations énergétiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Effectivement, ça peut être intéressant en début d'hiver, mais en fin d'hiver, c'est quand même pas la chose la plus importante pour les Ukrainiens. Et en plus, cette nuit, il y a encore eu des tirs de part et d'autre. Ouais. Et peut-être que même ces tirs sur les installations énergétiques font plus de mal à la Russie aujourd'hui qu'elles ne font de mal à l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine arrive à cibler, si vous voulez, essentiellement des installations pétrolières dans la profondeur du territoire russe. Et ça, quelque part, ça fait mal aussi à la Russie aujourd'hui. Trump a parlé de négociations difficiles hier soir quand il a débriefé ce coup de fil avec Vladimir Poutine. Il n'a pas obtenu davantage parce que la Russie a l'avantage justement sur ces négociations. Oui, elle a l'avantage. Alors d'abord, les équipes de négociation russes sont bien plus expérimentées que les équipes de négociateurs américains, surtout de cette administration Trump. Donc je pense que cette administration va en faire l'amer constat. Enfin, on va voir ce qui va sortir des discussions qui vont avoir lieu donc Ils sont en train de se faire manœuvrer, les Américains. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On est tous optimistes, on a envie que cette guerre s'arrête, mais force est de constater que on a vraiment l'impression même que le président Trump se fait manipuler par le président Poutine. On a tous été frappés d'ailleurs par cette scène qu'on racontait ce matin sur France Info. Vladimir Poutine qui fait attendre longuement Donald Trump. Pratiquement une heure. C'est absolument incroyable. C'était avec des oligarques russes. Donc il prenait le temps avant de faire ce coup de fil. Absolument, avec un petit sourire dans la salle en disant oui, je suis attendu au téléphone. Sur le symbole quand même, un coup de fil Trump-Poutine sans les Ukrainiens, sans Volodymyr Zelensky. Oui, mais de toute manière, vous savez, il n'y a pas de discussion possible aujourd'hui, malheureusement, entre les Ukrainiens et les Russes. Ils sont tellement opposés dans leurs attentes. Et puis on rappellera jamais assez qu'il y a un agresseur et celui-là, il annonce, c'est le président Poutine avec la Russie. Donc le président Zelensky a fait un travail absolument remarquable en tant que chef de guerre pendant 3 ans. Maintenant, il faut qu'il arrive à négocier une paix acceptable pour son peuple. Et ça va être le plus difficile. Mais pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait des points d'entente. Les conditions posées hier par Vladimir Poutine semblent inacceptables, notamment la fin du réarmement et de l'arrêt de l'aide occidentale à l'Ukraine. S'il dit cela, c'est qu'il ne veut pas en fait de la trêve, Vladimir Poutine ? Alors, en fait, ces deux conditions sont assez intéressantes qu'on les analyse parce que ça prouve que quelque part, c'est ce qui fait mal à la Russie. C'est-à-dire des armements européens et américains performants qui peuvent frapper dans la profondeur et parfois faire vraiment très mal en fait aux lignes de front russes. Donc ça, c'est le premier point. Alors évidemment, pour nous Européens, il en est hors de question aujourd'hui. Il faut continuer tant qu'on n'a pas un vrai plan de paix. Et la seconde chose qui m'a semblé extrêmement intéressante, c'est l'histoire de la mer Noire. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La vraie une des victoires les plus spectaculaires de l'Ukraine aujourd'hui, c'est la maîtrise de la mer Noire. Sans aller jusqu'à reprendre la Crimée, qui a été. Non, je parle bien de la mer. Si on parle justement, vous parlez de la mer Noire, Odessa, le port d'Odessa, qui est un peu le poumon économique de l'Ukraine. Vladimir Poutine a évidemment des visées sur Odessa. Il en parle régulièrement. Pour le moment, les troupes russes occupent 20% du territoire. Sans Odessa, ça, c'est inimaginable que les Russes puissent récupérer ça, puissent négocier ça. Ça me semble inimaginable. Et ça, je pense même pas même le président Poutine y penser une seule seconde. Parce que ça, pour le président Zelensky, il en est hors de question. Mais je voudrais revenir un mot sur la mer Noire. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est que ça a fait mal, en fait, à la Russie. Le fait que toute sa flotte ait cantonné complètement le côté oriental de la mer Noire et qu'ils n'ont plus accès, en fait, aux débouchés et au passage par le Bosphore
l'aéroport turc. Donc ça prouve que... Ça veut dire que l'armée ukrainienne, elle résiste aujourd'hui. Si on prend l'état du front, est-ce que on parle de Russes avantagés aujourd'hui dans la négociation? Est-ce que c'est parce que les troupes russes avancent encore aujourd'hui sur le terrain de la guerre? Ah oui, alors notamment, donc, excuse-moi, je termine ça maintenant. Donc ça, c'est une vraie victoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la flotte russe ne peut plus aller en mer Noire sans risquer des dommages considérables. S'agissant du front, là par contre, complètement à l'opposé, à Koursk, notamment, je rappelle que pour nos auditeurs que Koursk, c'est la zone russe dans laquelle les forces ukrainiennes se sont engagées à partir de début août de l'année dernière, 2024, et qui ont tenu une poche en fait assez importante pendant presque 9 mois. Par contre, là, depuis quelques jours, là, il y a eu une contre-offensive extrêmement spectaculaire qui fait que les troupes ukrainiennes sont plus du tout, ou presque plus en fait. Oh, mais elles ont franchement reculé. C'est important parce que c'était éventuellement un levier de négociation. C'était l'idée du président Zelensky, c'est de disposer d'un peu du territoire russe pour pouvoir négocier, si vous voulez, une reprise d'une partie de son territoire. Or là, manifestement, cette zone-là, elle est pratiquement plus sous contrôle ukrainienne. Et donc, il va falloir au minimum stabiliser ce front-là, qui est aujourd'hui le plus actif et le plus dangereux. Tout le reste du front, les 1500 km de front, est actuellement avec une relative stabilité, notamment dans la région de Pokrovsk. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est cette région qui est à peu près à 50-60 km de Advitka. Toute cette zone qui a été enfoncée par les Russes pendant l'année 2024, notamment grâce aux fameuses bombes planantes russes, et ce front-là, il semble relativement stabilisé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les Ukrainiens? Pour l'instant, il faut qu'ils maintiennent un maximum leur position. Ça veut dire que les Européens doivent continuer leur livraison d'armement et de telle manière à pouvoir négocier un plan de paix raisonnable et acceptable par les Ukrainiens. Et ils sont toujours sous le feu de la Russie, parce qu'au moment où on se parle, l'armée ukrainienne indique que la Russie a tiré cette nuit 6 missiles, 145 drones sur l'Ukraine. Le mot trêve, même très limité, a été prononcé hier. La trêve, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, pour l'instant, il suffit effectivement de regarder cette nuit. On va regarder ce qui se passe les 24 heures qui viennent. Mais où est-ce qu'elle est, cette trêve? Et qui aurait intérêt à avoir la trêve, justement? Parce que Volodymyr Zelensky dit « je veux la paix ». Moi, je montre que j'ai envie d'avoir la paix. De l'autre côté, on a l'impression qu'effectivement, Vladimir Poutine freine et impose plusieurs conditions impensables. En fait, il n'a pas d'intérêt à ce qu'il y ait la paix, Vladimir Poutine, aujourd'hui? Son intention, Vladimir Poutine, c'est de prendre le maximum de ce qu'il peut en Ukraine. Ouais. Souvenons-nous de ses objectifs, démilitariser complètement l'Ukraine, en fait avoir un vassal à côté, un peu comme la Biélorussie. Et avec un gouvernement qui soit à sa botte. En fait, c'est ça son idée. Et évidemment, c'est inacceptable aujourd'hui pour les Ukrainiens et pour le président Zelensky. Et donc, ses intérêts à long terme, c'est ça, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Et alors, ce qui m'ennuie un peu, c'est que le président Trump n'a pas l'air conscient des cartes dont il dispose dans sa manche. Ces cartes, c'est de dire, écoute, Vladimir, si on se met pas d'accord, si tu restes sur cette position-là, moi, je vais commencer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il peut renverser la chose. Il a plein de cartes. Je vais maintenant arrêter totalement ta flotte fantôme de 200 navires qui exportent illicitement du carburant sous des pavillons de complaisance. Je vais arrêter tous ces bateaux. C'est assez facile à faire. Il suffit de les suivre comme ça, les uns après les autres, et de les arraisonner en eau internationale. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Je vais réarmer un maximum l'Ukraine. Je vais lui donner les moyens. Je vais l'autoriser à tirer dans la profondeur. Je vais lui délivrer de l'armament qui peuvent aller très très loin. Sauf que lui, mais c'est tout l'inverse de ce qu'il dit depuis le 20 janvier, depuis son investiture. Non, mais ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il a des cartes dont il ne parle pas. Mais parce qu'il y a dans son administration, peut-être à commencer par lui-même, des personnalités qui portent sur Volodymyr Zelensky et sur cette guerre d'Ukraine un regard qui est maintenant connu. Les masques sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui estiment que l'Ukraine l'a peut-être recherché. Il l'a dit. Non, mais c'est vrai, et c'est ça qui est terrible dans l'esprit du président Trump, c'est que pour lui, si vous voulez, il y a un homme fort, c'est la Russie et le président Poutine,
et lui, et ils veulent s'organiser une certaine paix du monde à leur avantage et faire du business. Et en fait, quelque part, pour lui, l'Ukraine, c'est une épine dans le pied qu'il va falloir enlever, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il n'a pas de considération, en fait, comme on l'a vu dans le bureau ovale le 28 février. Il n'a pas de considération pour le président Zelensky. En plus, on sent bien qu'il n'a pas un contact personnel, un minimum affectif. Il y a une inimitié, effectivement, qui date de 2016 avec Volodymyr Zelensky. Et donc, il ne prend pas en compte, si vous voulez, les intérêts ukrainiens. Donc, Zelensky est mis de côté et averti des discussions qui avancent progressivement. Mais les Européens, eux aussi, ils n'ont pas participé à ce coup de téléphone aussi. Donc, non. Nous, on sert à non, mais quoi ? est-ce que c'est à eux de prendre ce coup de téléphone ? Pour l'instant, le président Trump, le fait de discuter directement avec le président Poutine, a remis le président Poutine en selle et sur le haut de l'affiche. Et c'était le rêve, d'ailleurs, un des rêves de Poutine, c'est de retrouver une discussion d'égal à égal avec le président du plus grand pays du monde. Mais les Européens, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ? C'est hyper simple. Dans ce monde d'incertitude, il n'y a qu'une seule certitude, c'est qu'ils doivent s'armer. C'est qu'ils doivent s'armer et se diriger vers une autonomie stratégique évoquée par le président Macron, mais sur tous les plans. Économique, on l'a compris, sur le plan de la santé, on l'a compris pendant le Covid, et sur le plan militaire, évidemment. Il ne faut pas qu'on ait peur dans notre ombre. Il y a trop de pays européens, ce n'est pas le cas des Français, ont bénéficié de ce parapluie otanien et ce parapluie américain pendant 80 années, et maintenant c'est fini. Donc il faut qu'on ait notre autonomie, et plus on sera fort, plus on sera autonome, plus on pourra compter sur la scène internationale entre les Américains, les Chinois et les Russes. Et ce réarmement, d'ailleurs, Emmanuel Macron en a parlé hier sur une base, la base de Luxeuil en Haute-Saône. On va avoir l'occasion d'en parler dans un instant puisqu'il veut en faire l'une des principales bases des Rafales et de la dissuasion nucléaire. On en parle dans un instant avec vous, général Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air, ancien leader aussi de la patrouille de France. On laisse passer le fil info à 8h45, Maureen Fignard. Le Hamas demande qu'Israël soit contraint à appliquer l'accord de trêve et affirme ne pas avoir refermé la porte des négociations. Des déclarations après de nouvelles frappes nocturnes sur la bande de Gaza. 13 morts en quelques heures, plus de 400 hier. Le Premier ministre israélien estime que cette pression militaire est indispensable pour libérer les otages, ce que contestent de nombreuses familles. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir mené des attaques aériennes pendant la nuit. Après un échange téléphonique hier avec le président américain, le chef d'État russe Vladimir Poutine a annoncé un arrêt pendant 30 jours des frappes sur les infrastructures énergétiques. Des négociations vont reprendre dès ce dimanche en Arabie Saoudite. La CGT propose à ses instances de quitter les concertations autour de la réforme des retraites. Les fédérations ont jusqu'à ce soir pour se prononcer. Hier, François Bayrou a maintenu qu'il ne jugeait pas possible le tout retour à un âge légal de départ à 62 ans. Et puis on passe plus de temps aux urgences qu'il y a 10 ans. Les temps d'attente ont augmenté de 45 minutes selon une étude du ministère de la Santé. La moitié des patients restent plus de 3 heures. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et toujours avec le général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air. On rappelle donc que vous avez été leader de la patrouille de France. Et précisément, on va parler d'aviation parce qu'hier, Emmanuel Macron, qui appelle au réarmement, réarmement français, européen, a annoncé qu'il allait accroître et accélérer les commandes de Rafale pour la France. Vous jugez que c'était nécessaire ? Non seulement nécessaire, mais indispensable en fait. La France manque d'avions de combat. On a tiré les dividendes de la guerre froide. On a 185 avions de combat dans l'armée de l'air et il nous en faut presque 100 de plus. Pourquoi faire ? Quel rôle jouent aujourd'hui des avions de chasse dans les conflits actuels ? Tout simplement, si vous regardez l'histoire des 30 ou 40 dernières années, c'est l'aviation qui a fait tous les premiers pas. Ce sont toujours les premiers à arriver sur place. Ce sont toujours les premiers à faire une no-fly zone. Ce sont les premiers à faire des combats dans la profondeur. Et c'est la première chose, je dis bien la première chose, qu'a réclamé le président Zelensky il y a 3 ans, le jour de l'invasion, en disant
arrêtez de discuter, les Occidentaux, Envoyez-nous des Rafales. envoyez-moi des Avec les avions. Mirages qui jouent leur rôle depuis quelques semaines seulement, Absolument. d'ailleurs, les Mirages Absolument. français. Hein. Et envoyez-moi une no-fly zone, organisez-moi une no-fly zone au-dessus de mon pays. Voilà, donc interdiction de survoler les zones grâce donc à ces avions. Il faut combien d'avions Rafale aujourd'hui en plus pour assurer la défense du territoire français, la défense de nos intérêts? En fait, le nombre d'avions, il est proportionnel à la menace, en fait, que vous avez en face de vous. Et la menace, elle est simple, elle est russe. Il y a 1500 avions de combat en Russie. Mais pardon, les avions russes, ils sont pas aux frontières de la France. Non, mais on pourrait être rapidement, nous, en tout cas, confrontés. Je vous rappelle quand même que au-dessus de la mer Noire ou au-dessus de la mer Baltique, presque tous les jours, il y a non pas des affrontements, mais ni des escarmouches, mais on se regarde les uns les autres. On a vu d'ailleurs récemment un avion de chasse russe approcher de très près un drone français, c'est ça? Il faut vraiment prendre au sérieux ces incidents. Alors, il faut les regarder avec attention, mais il ne faut pas leur donner non plus d'importance que ça en a. C'est ça, parce que ceux qui nous écoutent et nous regardent ce matin, ils peuvent se dire, mais attendez, est-ce qu'il faut s'attendre à une guerre sur le sol français bientôt? Ou alors, quand on parle de menace russe, c'est une menace hybride et pas forcément une guerre avec des soldats, des avions russes au-dessus de nos têtes. Non, alors faut rassurer nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est que on voit mal aujourd'hui la menace sur le sol français. N'oublions pas quand même que la Russie a 6000 têtes nucléaires et qu'en fait, depuis bientôt 80 ans, vous pouvez attraper une bombe nucléaire sur la tête. Et ça, c'est quelque chose d'absolument abominable. Et on devrait bien sûr, à l'issue de cette guerre, reprendre les accords de désarmement nucléaire. Parce que c'est insupportable. Vous imaginez quand même que sur la planète aujourd'hui, on peut faire exploser 3 fois la planète avec toutes les armes nucléaires. Précisément, c'est l'inverse qui est en train de se produire, parce que les annonces d'Emmanuel Macron hier, elles concernent précisément la dissuasion nucléaire, puisque cette base de Luxeuil, dans laquelle vont être installés 2 nouveaux escadrons de Rafale, c'est 1,5 milliard d'euros de dépenses, qui paraît d'ailleurs énorme au passage. Il faut rehausser notre niveau pour être crédible dans la dissuasion nucléaire aujourd'hui? Non, alors il faut qu'on ait les moyens d'assurer à la fois notre défense et nos intérêts vitaux. Nos intérêts vitaux, il y a un flou artistique sur qu'est-ce que ça veut dire exactement, mais tous les chefs d'État successifs ont bien dit que, évidemment, l'Europe est concernée. Jusqu'à quel pays, c'est une autre question, et il faut laisser cette ambiguïté, entre guillemets, stratégique, de savoir jusqu'où. Parce que même si Emmanuel Macron a dit ouvertement lors d'une allocution qu'il fallait discuter de l'élargissement du parapluie nucléaire dont on dispose, l'ouvrir effectivement aux pays européens qui le demandent, on peut annoncer la discussion, mais il faut surtout pas dire à quel pays ça peut profiter. Oui, c'est un exercice délicat, donc il faut l'envisager, mais je pense, et ce qui est absolument incroyable et qui est unique en 80 ans, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que le nouveau chancelier, en tout cas bientôt Friedrich Schmerz, on a parlé ouvertement, on dit, mais moi j'ai besoin du parapluie nucléaire français. Parce que jusqu'à présent, il comptait sur le parapluie nucléaire américain. Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on note une chose absolument importante, c'est que les Européens, manifestement, se réveillent. Et au-delà de ça, après 2016 déjà. Oui, mais il n'y avait pas 3 ans de guerre. Il n'y avait pas 3 ans de guerre de haute intensité. Il n'y avait pas l'arrivée de Trump au pouvoir. Il n'y avait pas les déclarations de Trump. Et moi, ce que je trouve en ce moment absolument unique, c'est l'alignement des 3 grandes puissances européennes, c'est-à-dire que les 3 chefs d'État, Keir Starmer, le Britannique, Friedrich Merz et Emmanuel Macron, sont parfaitement alignés. C'est rarissime depuis 80 ans, en tout cas sur le plan de la défense. Il y a un réveil général, c'est ce que vous dites ce matin, il y a un réveil européen, sauf qu'il y a les mots et les actions, parce qu'en matière d'armement, les Européens se fournissent largement du côté des Américains. 2/3 des armements sont achetés aux États-Unis. Est-ce qu'il est possible d'inverser la tendance? Pourquoi, par exemple, les Allemands n'achètent pas français? C'est ce que dit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a dit maintenant, on va débloquer 700-800 milliards d'euros, mais c'est pour l'industrie européenne. On parlait tout à l'heure de l'autonomie stratégique, elle doit aussi être économique. Donc pourquoi? Tout simplement parce que pourquoi on hérite de cette histoire-là? C'est parce que les Américains sont le plus grand marchand d'armes de la planète, ceux qui font des armements extrêmement sophistiqués. Alors il
il faut pas du tout avoir de complexe. Les Français ont fait des choses absolument extraordinaires. Le Rafale, à mon sens, est quasiment le meilleur avion du monde par ses capacités à tout faire en même temps. Ce qu'il faut pour les Américains, il faut 2 avions. Et nous, on le fait tout avec un seul avion. Avec le Rafale, qui fait à la fois un excellent avion de combat pour attaquer au sol et évidemment un excellent avion de combat de défense aérienne, c'est-à-dire de suprématie aérienne, c'est-à-dire de faire la police du ciel et d'intercepter n'importe quel autre appareil dans le ciel. Pour les Américains, il faut 2 avions. Il y a le sujet aussi. Il faut le fameux F-35 et le F-22. Sauf que plusieurs pays européens, on l'a dit, ont fait le choix de l'avion américain. Absolument. Vous le savez comme moi, acheter de l'armement, c'est pas juste une transaction commerciale, c'est une transaction politique aussi. Absolument, donc, même géostratégique. En ce qui concerne les avions de combat, c'est géostratégique. Donc si les Européens disent demain aux Américains, c'est fini, on n'achète plus chez vous, ça va détériorer davantage notre relation avec les Américains. Mais j'en rêve. J'en rêve que les 500 commandes des États européens concernant le F-35 américain soient arrêtées du jour au lendemain. Alors il y a un sujet dont on parle quand même, parce qu'en mesure de rétorsion, on le lit beaucoup en ce moment et on aimerait avoir votre expertise sur le sujet. Les Américains peuvent tout à fait décider de clouer au sol les F-35. On lit beaucoup que c'est techniquement possible, juridiquement, diplomatiquement, ça pose beaucoup de questions. Absolument, oui. Alors c'est presque immédiat. Enfin, c'est pas immédiat. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Le F-35 est équipé d'un logiciel qui remonte en permanence les informations au constructeur Lockheed Martin. C'est un logiciel de maintenance qui s'appelle Alice et donc qui remonte toutes les informations et donc ceux qui utilisent les F-35 doivent transmettre ces informations en permanence à Lockheed Martin. Attendez, alors juste pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, c'est-à-dire que quand l'Allemagne achète des F-35 américains et qu'ils les utilisent pour leurs propres objectifs, leurs propres besoins, les troupes allemandes, en fait, tout ce qu'elles font... Toutes les données sont remontées chez les Américains, comme vous vous souvenez à l'époque le BlackBerry, vous vous souvenez BlackBerry fin des années 90, où moi j'étais au Quai d'Orsay, j'étais notamment conseiller de Michel Barnier quand il est ministre des Affaires étrangères, puis de Douste Blazy. On avait des BlackBerry. Mais je dis, mais attendez, ce BlackBerry-là, le logiciel, il est où ? Il remonte au Canada et aux États-Unis, en fait. Et donc, toutes les informations des diplomates, des conseillers du ministre, remontaient là-haut. Alors, ça s'est arrêté. On fait la même chose, nous, avec le Rafale ? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, on fait pas ça. Il y a un minimum de maintenance technique, de savoir comme les enregistreurs de vol. Vous voyez, on peut décider aussi de ne plus livrer des pièces détachées ou de. Voilà. Alors, donc il y a 2 choses. S'agissant du F-35, pour bien éclairer nos spectateurs, c'est que la première chose, vous avez ce qu'on appelle un logiciel de maintenance, c'est-à-dire qui permet de suivre le nombre de cycles que vont faire des moteurs, de certains équipements, pour anticiper les pièces de rechange. Mais ce logiciel en est, je crois, à sa 25e version. Oui, c'est comme si vous changez de version avec Microsoft et qu'il y a un bug. Il y a toujours des patchs, vous voyez. Et si vous le faites pas, au bout d'un moment, ça s'arrête avec votre téléphone. Vous avez donc la dépendance, elle est totale. C'est ce que vous venez d'expliquer. Disons qu'elle est extrêmement importante. Alors, c'est pas un bouton on/off. Ça veut dire qu'ils peuvent pas arrêter comme ça. Si vous avez un F-35, vous pouvez décoller. Mais au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, ça peut poser des problèmes assez importants. Je reviens sur ces Rafales. Il va bien falloir les piloter. On dit beaucoup que les Français doivent s'engager d'une manière ou d'une autre, notamment les jeunes. Il va y avoir de gros besoins, notamment dans l'aviation, notamment de pilotes dans les prochaines années. Oui, comme il y a besoin d'ailleurs dans l'aviation civile, il y en a besoin dans la défense et notamment dans l'armée de l'air, mais on n'a pas beaucoup de problèmes de recrutement. On a 50 métiers, donc souvent dans l'aéronautique, on ne le sait pas, il y a 50 métiers différents, y compris dans l'armée de l'air et de l'espace. Et on n'a pas beaucoup de problèmes de pilotes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Par exemple, le concours de l'école de l'air, chaque année où il y a à peu près 55 places d'élèves pilotes par promotion à l'école de l'air, vous avez 2200 candidats quand même pour 55 places. Donc chaque année, on n'a pas d'immenses problèmes. Par contre, il y a beaucoup d'autres métiers pour ceux qui nous écoutent, qui veulent faire l'armée de l'air. Il y a plein de métiers qui sont moins connus, informaticiens, techniciens, protéger les avions, commando de l'air, des gens qui font ils ont l'expertise absolument incroyable. Je les engage à aller voir les services de recrutement de l'armée de l'air. Tiens, d'ailleurs, à propos de vocation, pour finir, on avait envie avec vous, Patrick Guttard, d'évoquer l'extraordinaire destin d'un homme qui est mort cette semaine. On en a parlé hier sur France Info, qui a reçu une pluie d'hommages. Il s'appelait John Paddy Hemingway, il avait 105 ans. C'était le dernier pilote de la bataille d'Angleterre, au cours de laquelle il a été abattu 2 fois. Il s'en était sorti. L'ancien leader de la patrouille de France que vous êtes, ce héros de la Royal Air Force.
C'était une source d'inspiration. Toujours, vous savez, en aéronautique, on a beaucoup de respect pour les anciens. Vous savez, pour ce qu'on dit en aéronautique sur les pilotes, il n'y a pas de bons pilotes. Il n'y a que des vieux pilotes. Oui, C'est l'expérience qui parle en fait. Pardon ? C'est l'expérience qui doit parler. Absolument. Ça veut dire qu'on a toujours beaucoup de respect pour les anciens parce qu'on sait qu'on peut se faire avoir. En fait, dans le monde aéronautique, il faut toujours être extrêmement vigilant, beaucoup d'humilité. Et ce pilote à qui je rends hommage, qui est mort la Saint-Patrick d'ailleurs, le 17 mars, lundi, était quelqu'un d'une humilité rare en fait. Il a été connu très très tardivement. Il est mort à 105 ans, je crois. Oui. Et il disait d'ailleurs ne pas dramatiser une période, c'est déjà qui était déjà très dramatique pour dire à quel point justement pour lui c'était important de se tenir en retrait. Voilà, ouais. C'est ce qui vaut peut-être aussi pour aujourd'hui. Mais je crois que pour tout le monde, l'humilité, c'est quelque chose, une qualité rare, elle doit être partagée un maximum. Merci beaucoup Patrick Dutartre, ancien général de l'armée de l'air, ancien leader de la patrouille de France, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Dans un instant, Salia Braclia, Renaud Dely pour les informer.